Antoine Nisako, qui d'ailleurs, parmi les turbulents de la politique ivoirienne, est aujourd'hui un député RDR, parce qu'il ne faut négliger aucune piste. Et donc ce Nisako, un jour, quand j'avais remonté une société d'ordures ménagères, me dit « Bernard, tu vas avoir tel quartier, etc. Et pas de souci, tu connais, tu as le matériel, mais il y aura 10% pour le gouverneur et 5% pour moi. » Et là, je lui dis « Antoine, je suis un garçon poli, considère-toi comme giflé », puis j'avais quitté la réunion. Et j'avais écrit une lettre au président de la République en disant « c'est des méthodes que je n'accepterai jamais. » C'est ça. Et je suis un Français de Côte d'Ivoire, mais ça, je ne l'accepterai jamais. Et je le donne à la sœur de mon ami, qui avait été la mariée de l'époque, en 2000. Et je lui dis, tiens, puisque tu connais bien ton parent, remets-lui la lettre. Ou fais-lui remettre la lettre. Quelques jours après, j'en reçois un coup de téléphone. Ma secrétaire me dit, vous avez reçu un appel de la présidence. Et c'est la secrétaire du président qui me dit, vous avez écrit au président, il vous reçoit tel jour à telle heure. Et je me retrouve au palais, en face du président. Et comme il voit que je cherche pas trop les photographes et tout ça, il dit, j'ai compris, et on est allé se mettre dans un petit bureau qui était attenant à la grande salle de réception. Et là, on est au milieu des chaises, c'est une petite pièce qui fait 5 mètres carrés. Il y a 2 chaises, une table avec un vieux téléphone. Et il me dit, j'ai lu votre lettre avec effroi, et vous me parlez d'un monsieur, Nisako, mais je le connais. Il a été mon élève. J'étais prof d'histoire à l'Institut des ingénieurs. Et quand je vois ce monsieur, j'ai les poils qui se dressent sur la main parce que c'est un voyou. Et il demande à la secrétaire d'appeler le gouverneur. Et la secrétaire appelle le gouverneur, Gbagbo prend la communication. Bonjour, monsieur le gouverneur, oui, j'ai un problème. Tu as avec toi un monsieur qui est un bandit. Il va te créer des problèmes. Pour moi, je m'en fiche. Sauf que je t'ai nommé gouverneur. Et pour les Ivoiriens, toi, Amonji, tu es l'homme de Gbagbo. Si toi, tu crées des problèmes avec ce monsieur, ça va me retomber dessus, et là, je suis pas d'accord. Et là, il baisse le téléphone, vous savez, les vieux téléphones en bakélite, il le met contre lui, il me regarde, il me dit, s'il l'enlève, il n'est pas dans la combine. S'il le change de poste, il est dans la combine. Il reprend le téléphone. Oui, monsieur le gouverneur. Merci, monsieur le gouverneur. Au plaisir. Il raccroche, il me regarde, il sourit à demi, il est dans la combine. C'est ça, exactement. Okay. Ça a été le déclenchement pour moi définitif. Définitif, ouais. Un président de la République qui reçoit sur la première lettre de réclamation sur une affaire quand même qui met en jeu le gouvernorat d'Abidjan, la crédibilité du gouverneur, d'un homme proche du président, d'une partie de l'État, FPI, etc. Et de voir le président agir comme ça et dire très clairement les choses, je me suis dit, j'en ai vu beaucoup en Côte d'Ivoire, j'en ai vu beaucoup en Afrique. J'ai passé, on pourra peut-être en reparler, en 89, j'ai passé 10 mois en Gambie. Oui. Le président s'appelait Fatou Bensouda là-bas. Le ministre référent s'appelait Fatou Bensouda. Exactement. On en reparlera. Mais ces 3 événements-là, cette découverte le premier jour, le fait qu'il me revoie comme ça et qu'il se rappelle comme d'un seul coup ça, et surtout cet acte c'est fondamental. Quand on parle de l'Afrique, on parle d'argent partout. Comme disait Fouet-Bonny, il n'y a pas de corrompus, il y a des corrupteurs. C'est ça. Commencer par les Blancs, parce que c'est les Blancs qui ont mené la corruption. Hein, et puis les autres se sont bien servis après. Et au milieu de tout ça, un monsieur contre vents et marées qui a subi, parce qu'en 2003 il est président, mais il vient de subir 2002. Il a subi 92 quand il était dans l'opposition. Il a subi plusieurs fois. Dans les années 70, quand il est professeur d'histoire et qu'il y a ce problème avec la jeune fille, qui est la fille de l'ambassadeur d'Israël, alors que lui a parlé des 2 États palestiniens et israéliens dans son cours d'histoire, l'ambassadeur d'Israël se plaint auprès de Fouette. Gbagbo se retrouve d'une façon ou d'une autre écarté. C'est ça. Donc, mais il n'a jamais varié. Il n'a jamais varié. Et là, il arrive comme ça, un monsieur qui est pratiquement un inconnu pour lui. Et qui lui dit ça, ça a changé ma vie. Exactement. Et d'ailleurs, vous avez dit, c'est un monsieur qui est imperméable à l'argent. Et je dis qu'il est plus qu'imperméable, il est étanche. Il est étanche à l'argent. Et comment vous expliquez qu'un monsieur aussi honnête, on peut le dire, très étanche à l'argent, comment on peut en arriver à l'accuser d'avoir cassé la banque ou d'avoir pillé la BCAO alors que les vrais pilleurs sont les rebelles du nord de la Côte d'Ivoire?
cette accusation, ces procès ou cette forme de grâce, ça n'était pas, ça relève de l'injustice, on peut le dire comme ça. L'histoire de la PCO, c'est une légende urbaine. C'est un truc qui n'existe pas. S'il y a eu des PCO de cassés, on les connaît. Mans, Boaké, Korogo. Par les rebelles de Guillaume Soro. Par les rebelles, et malheureusement, vous savez que, par exemple, sur le cas de Mans, ce qu'on ne dit pas trop, c'est qu'il y a 4 soldats français qui ont fait de la prison en France parce qu'ils avaient ramassé quelques billets. Ouais. Ça nous rapproche du film de Belmondo, Les Morphalous. C'est ça. Où les gars viennent finir la banque, Ouais. qui a été pillée par ailleurs. Il y a eu même des soldats français qui ont été impliqués de façon collatérale dans ces problèmes-là. Ils n'ont pas dit qu'ils avaient eux-mêmes pillé la banque, mais qu'ils avaient profité. Ils avaient profité du système, mais ils ont été condamnés par la justice française. Ouais.